Je me présente, je suis Jérémy Buget, donc CTO, directeur technique de la plateforme de l'inclusion qu'on va vous présenter par la suite. Et donc voici Johan, je te laisse te présenter. Oui, bonjour à tous et tous. Donc Johan Lévy, chargé de déploiement de data inclusion, terme qui peut apeurer mais dont on va parler tout de suite pour le désacraliser. Donc le thème aujourd'hui qu'on va aborder ensemble, c'est l'open data appliqué au domaine de l'insertion. Dont on va parler maintenant. Donc Jérémy et moi travaillons pour un groupement d'intérêt public qui s'appelle la plateforme de l'inclusion, on voit le logo au centre, qui est un GIP financé par les acteurs que vous voyez autour. Donc il y a France Travail, la DINUM, Direction interministérielle du numérique, la DGEFP et puis le ministère du Travail. La plateforme de l'inclusion porte une dizaine de services publics numériques qu'on voit ici. Et on va aujourd'hui s'appesantir sur les deux encadrés, donc Data Inclusion et Dora. D'abord, qu'est-ce qu'on entend par insertion, inclusion? Ces termes qui ont des acceptions différentes selon la personne qui les prononce. En fait, nous, à la plateforme de l'inclusion, on a une acception la plus générale du terme. Tout frein, toute problématique qui peut affecter une personne éloignée de l'emploi, eh bien, on estime que cette problématique tombe dans le champ de l'insertion. Donc, vous voyez ici toute une ribambelle de thématiques, la famille, le handicap, l'illettrisme, la mobilité, voilà, tout ce qui pourrait faire que quelqu'un, parce qu'il ne sait pas comment faire garder ses enfants, parce qu'il n'a pas son permis de conduire, parce qu'il ne parle pas très bien français, va rester éloigné de l'emploi de façon plus ou moins durable. Voilà, petite parenthèse sémantique. Donc, Dora et Data Inclusion, les deux produits de la plateforme de l'inclusion dont on va parler aujourd'hui, en fait répondent à un même besoin qui émane d'une enquête de terrain qu'on a faite il y a plusieurs années et qui a montré que les dispositifs d'insertion qui existaient sur les territoires déjà étaient nombreux, satisfaisants, mais qu'il manquait cruellement de visibilité et de lisibilité pour les personnes destinées à les mobiliser, que ce soit les bénéficiaires directs, les professionnels de l'accompagnement, les conseillers, mais également pour les institutions destinées à les financer. Et c'est pourquoi Dora et Data Inclusion ont été créés pour répondre à ce besoin de cartographier cette offre d'insertion qui existe, mais qui n'est pas assez mise en valeur aujourd'hui. Enfin, aujourd'hui, hier plutôt. On espère qu'aujourd'hui, elle l'est mieux du coup. Donc, Dora, qu'est-ce que c'est? C'est un outil de saisie de l'offre. Donc, je suis une structure, je vais pouvoir saisir mon offre pour la rendre visible via Dora, et également un outil de prescription à destination des professionnels de l'insertion. Donc aujourd'hui, quelqu'un qui a face à lui un bénéficiaire qui rencontre divers freins périphériques, dont on parlait tout à l'heure, problèmes de mobilité, d'apprentissage du français, problèmes familiaux, ce conseiller n'est pas forcément armé, n'a pas forcément une connaissance exhaustive de tout ce qui existe autour de lui. Et c'est pour ça que Dora a été créée, pour aider ces professionnels de l'accompagnement à rechercher ces solutions existantes autour de lui, à les mobiliser via un formulaire d'orientation intégré sur Dora. Donc Dora, outil de recherche, mais également outil d'orientation. Et enfin, rester informé de l'évolution de ces solutions locales. Puisque comme vous l'imaginez, ça bouge en fait. Je peux être une asso qui porte un dispositif qui aujourd'hui existe parce qu'il est financé, demain n'existe plus. C'est important que moi, en tant que conseiller, je sache bien que j'ai bien accès à des informations les plus fraîches et les plus récentes possibles. Et donc Dora est aussi en ce sens un outil de veille où tout conseiller, tout professionnel va pouvoir paramétrer des veilles, des alertes, dès qu'un service est référencé sur Dora correspondant à une thématique ou une géographie à laquelle moi je suis particulièrement intéressé, je vais pouvoir être notifié régulièrement. Voilà. Donc on voit ici une capture d'écran de la page de recherche Dora. Donc on voit qu'on peut effectuer une recherche par deux champs. Un champ géographique, on peut rentrer une commune ou bien une adresse exacte, et un champ thématique. Donc c'est les fameuses thématiques de l'insertion dont on parlait tout à l'heure, apprendre le français, création d'activités, etc. La problématique qu'on a rencontrée avec Dora, et à laquelle Data Inclusion, pour faire la transition, répond, c'est que je vais vous remontrer la slide d'avant, quand on demande à des structures de se référencer sur Dora, de faire connaître leurs offres, parfois elles nous disent « mais j'ai déjà fait le travail de me référencer ailleurs ». Je porte une même offre et pourtant il y a 15 portails différents qui vont me demander de saisir
une nouvelle fois mon offre. Et ça fait perdre beaucoup de temps à ces structures qui n'ont pas les moyens, bien sûr, de perdre du temps à recenser l'offre. Leur travail, eux, c'est plutôt d'effectuer cette offre et non pas de la recenser. Et l'autre problématique, c'est des structures qui nous disent, bon, moi j'ai recensé mon offre nulle part, mais par contre, si je la fais et que je prends le temps de le faire demain sur Dora, qu'est-ce qui me garantit qu'on ne va pas me ressolliciter plus tard, ou surtout que si Dora demain disparaît, qu'est-ce qui va faire que cette saisie, moi j'aurais pas perdu mon temps à référencer mon offre et à miser sur le bon portail. Voilà. Et donc on voit tout de suite que s'esquisse l'idée de mutualiser l'offre d'insertion. Comment faire en sorte qu'une offre référencée ailleurs puisse tout de même bénéficier à Dora, et inversement, comment faire en sorte qu'une offre référencée sur Dora puisse être multidiffusée sur plusieurs outils qui auraient besoin de cette offre. Et c'est pour ça que Data Inclusion, donc produit frère, sœur, voisin de Dora, a été créé. Donc contrairement à Dora qui est une interface, un front, Data Inclusion n'a pas de front. Data Inclusion est uniquement une base de données, un commun numérique, comme on l'appelle, le commun numérique de l'insertion. Donc on voit le logo au centre, Data Inclusion, et puis de part et d'autre de Data Inclusion, vous avez ce qu'on appelle les producteurs de données qui vont venir nourrir ce commun numérique, et les consommateurs de données qui vont venir afficher et permettre la consultation de ces données sur leur outil, sur leur portail. Et donc on voit par exemple que Dora est à la fois producteur et consommateur de données. Pour répondre aux deux problématiques que j'exposais tout à l'heure, je suis une plateforme, je suis une structure, je référence mon offre sur Dora, elle ne reste pas en vase clos sur Dora, elle va venir se multidiffuser sur les autres outils consommateurs connectés à Data Inclusion. Et inversement, j'ai déjà référencé mon offre, par exemple, sur un service France Travail, voilà, ou sur Mes-aides, un meilleur exemple, Mes-aides de France Travail. Eh bien, Dora ne va pas me demander de ressaisir mon offre, puisque étant connecté à Data Inclusion, cette offre saisie sur Mes-aides va venir nourrir Dora. Voilà. Et c'est vraiment ça qu'on entend par open data, mutualisation des données dans l'insertion. À date, il y a aujourd'hui 16 producteurs de données. Donc on a vu quelques exemples. Donc on a Dora, Action Logement, France Travail, des outils également. Donc là c'est plutôt thématique. France Travail sur l'insertion pro, Action Logement sur le logement, mais également des outils locaux. On a par exemple des outils de conseils départementaux qui viennent nourrir cette base Data Inclusion. Et on a de l'autre côté 18 consommateurs de données. On en a vu un échantillon également tout à l'heure qui vont venir récupérer ces données pour en quelque sorte s'exonérer de devoir refaire le travail de référencement, de saisie des offres existantes. Et donc au total, il y a un peu moins de 140 000 services d'insertion aujourd'hui qui sont référencés, mutualisés grâce à Data Inclusion. Et bien sûr, notre action quotidienne, c'est à la fois de multiplier les producteurs pour gagner en exhaustivité sur les données qu'on va pouvoir proposer, et également aux consommateurs pour que les données qu'on mutualise soient le plus exposées possible. Voilà, c'est vraiment le parti pris, la raison d'être de Data Inclusion. Et ce qu'on voit en bas à droite, c'est donc une carte de France avec la répartition de ces services par département. Voilà. Et je te passe la parole, Jérémy. Et je crois que c'est là où je prends la relève. Merci beaucoup, Johan, pour cette mise en contexte. C'est la deuxième fois que nous revenons à France API. Nous sommes déjà venus l'année dernière, avec notamment France Travail et la DINUM pour faire à propos d'une table ronde autour de ce qu'on fait dans l'administration publique par rapport aux API. Cette année, on a à nouveau la chance de participer. On s'est dit qu'on aimerait bien teinter notre intervention avec peut-être un peu plus de concret, un peu plus de terrain. Donc ce que je me propose de vous présenter, c'est quelque part un retour d'expérience sur un changement d'architecture, mais je vais essayer de rendre ça intéressant et surtout audible au plus grand nombre. Mais déjà pour continuer sur Data Inclusion, c'est l'histoire qui est intéressante. Data Inclusion, comme l'a raconté Johan, à la base c'était la partie base de données de Dora, donc le service, l'interface de saisie de l'offre d'insertion. Donc c'était une base de données et on s'est dit ok, on va la rendre la plus publique possible pour que tout le monde, notamment tous les Français ou toutes les entreprises puissent exploiter cette donnée. Donc on a commencé Data Inclusion sous forme d'open data. C'est un produit, on extrait régulièrement les données, on les met à disposition sur notamment datagouv.fr si je me trompe pas.
Et donc c'est comme ça qu'a commencé Data Inclusion. Donc voilà, c'est une extraction de Dora vers ce qui va aujourd'hui devenir un commun numérique et un produit à part entière. Donc on est parti de là, on a fait de l'open data, on a quand même fait un gros travail pour nettoyer la donnée, la qualifier, mettre du scoring, essayer de dédupliquer, proposer tout un tas de traitements pour faire en sorte que la donnée soit de meilleure qualité possible pour un meilleur usage pour tous. Ensuite, une fois qu'on avait ces données qui sont prêtes, qui sont régulièrement mises à jour, alimentées, etc., déposées, on s'est dit « Ah tiens, c'est dommage ». Et surtout, on nous a dit « Ah tiens, c'est dommage ». Ce format, il est pratique, mais on aimerait bien pouvoir l'exploiter de façon plus synchro, de façon plus pratique aussi par rapport à tout notre outillage, notamment en termes d'API. L'open data, c'est bien, mais tout le monde n'est pas forcément très outillé par rapport à de l'open data. On a plutôt tendance aujourd'hui à facilement intégrer des API. Donc, côté data inclusion, on a commencé à développer une API, vraiment sur la base des retours qu'on nous faisait sur le terrain, qu'on a commencé à mettre à disposition des gens. Il y a aussi un gros travail au niveau du schéma de données. Ça, c'est vraiment un travail monstrueux à faire. Il y a tellement d'acteurs en amont et en aval que c'est difficile d'établir un schéma de données. Donc, il y a à chaque fois beaucoup d'ateliers, etc., jusqu'à tomber sur une première version du schéma. Mais là aussi, c'est un truc, c'est que le schéma, il va falloir évoluer. Et donc, il y a tout un truc autour de ça où aujourd'hui, on est plutôt outillé en termes d'API pour gérer différentes versions et tenir compte de l'évolution. Donc, par rapport à tout ça, on a commencé à développer une API qui a commencé à être utilisée, d'ailleurs qu'on suit avec des métriques. Dès que quelqu'un appelle l'API de Data Inclusion, on lui demande aussi de faire un appel de tracking. Ça nous permet à nous de savoir qui consomme l'API et ça nous permet aussi de savoir dans quelle mesure il y a vraiment un intérêt à maintenir cette API. On est le service public, on a envie que les données des citoyens soient le mieux utilisées possible. On n'a pas envie de maintenir un service qui n'apporte de la valeur à personne. Donc on fait aussi un travail sérieux de tracking autour de la consommation des API. Donc c'est cool, on a toujours l'open data. Les fichiers sont toujours régulièrement déposés, traités, etc. sur DataGouv. Maintenant, on a une API qui est de plus en plus exploitée par les personnes. C'est bien, on accède à la donnée. Par défaut, je crois même qu'elle n'était pas forcément très paginée, il n'y avait pas forcément de filtre. Mais maintenant qu'on a ce terrain de jeu, qu'on a l'API, et là, on est passé dans une phase où on peut enfin l'exploiter à son plein potentiel et ajouter pas mal de fonctionnalités. Donc, on a commencé à rajouter facilement de la pagination, du tri, des filtres, des champs, etc. Mais on a envie de pousser le jeu encore plus loin, et c'est exactement ce qui se passe en ce moment. On a envie d'enrichir l'API et de proposer que ce soit des options de déduplication. Donc désormais, nos consommateurs vont pouvoir décider de est-ce qu'ils veulent la donnée dédupliquée ou pas. Pour expliquer, comme on l'a dit, il y a plusieurs outils de saisie et potentiellement une structure, elle a saisi 3 fois son offre d'insertion dans 3 outils différents. Et du coup, dans Data Inclusion, il y a un risque d'avoir 3 fois la donnée et ça, on n'a pas envie, on ne peut pas se permettre. Et en même temps, les producteurs, peut-être que la donnée qui vient du produit A, enfin du producteur A, peut-être que sur certains champs, elle est plus fraîche que sur les autres sources. Et peut-être que sur la source B, c'est un autre champ qui est plus à jour. Donc certains consommateurs peuvent avoir envie de récupérer malgré tout les 3 doublons. Et donc ça fait partie des fonctionnalités enrichies de l'API. Plus d'autres choses, une gestion des profils, etc. Donc voilà, aujourd'hui, on travaille vraiment à enrichir l'API par rapport aux besoins terrain. Mais du coup, ça, c'est une bonne chose. Donc oui, voilà, les nouveautés. On a un score de qualité aussi pour à chaque fois dire la qualité qu'on va exposer, dans quelle mesure on pense qu'elle est de qualité ou pas, dans quelle mesure elle a été suffisamment bien saisie en amont, etc. On a d'autres fonctionnalités que j'ai déjà exprimées. Et du coup, pour donner vraiment un aperçu, là on peut voir que sur les résultats, alors attendez, je vais essayer de montrer. Voilà, on est sur Dora. Donc un des consommateurs et producteurs, et à chaque fois qu'on affiche de l'information, là en l'occurrence on n'a que 2 services issus de Data Inclusion, donc d'autres sources, mais on pourrait, mais donc à chaque fois on précise, est-ce que la donnée vient directement de Dora, de notre système parce qu'elle a été saisie dans notre système, ou est-ce qu'elle vient d'un partenaire à travers Data Inclusion. Donc c'est comme ça qu'on arrive à matérialiser tout ça. À partir, désolé.
Et donc, on en vient à parler un petit peu de technique, mais je vais essayer vraiment de teinter ça avec un maximum d'humain et d'intérêt. Historiquement, donc, comme je vous ai expliqué, il y avait Dora avec sa base de données. On a sorti la base de données, on a dupliqué pour en faire Data Inclusion, qui est devenu un produit à part entière. Pendant ce temps-là, nous, on continuait d'avoir une base de données dans Dora. Et à côté de ça, à chaque fois qu'on fait une requête, une recherche, eh ben, on va en plus solliciter l'API de Data Inclusion. Donc à chaque fois, on se retrouve à solliciter deux sources de données avec potentiellement les mêmes données et qui finalement, dans l'exploitation, c'est pas exactement les mêmes données. Il peut y avoir dans les champs une façon de nommer le champ qui est pas pareille, etc. Bref, au quotidien, ça nous donnait pas mal de complexité. Mais bon, à la rigueur, ça, on peut s'en sortir avec les outils actuels. Et surtout, on en était venu à un point, il y a 6 mois maintenant, où quand Data Inclusion, à travers l'API, propose des nouvelles fonctionnalités, donc une gestion des filtres par profil, de la déduplication, du scoring, et ben, si on voulait avoir la même chose au global, on était obligé de refaire les mêmes traitements exactement et les appliquer directement côté données issues de Dodora. Et donc ça devenait vraiment pénalisant. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'on rajoutait une fonctionnalité dans l'API de Data Inclusion, on était obligé quasiment de copier-coller le code ou ce qu'on pouvait côté Dora. Et donc là, ça devient problématique. Pareil en termes d'évolution, pareil pour le suivi pour l'évolution des schémas de données, ça devenait vraiment de plus en plus compliqué. Et donc il y avait certains avantages à fonctionner comme ça, une forme d'indépendance, mais il y avait aussi pas mal d'inconvénients. Donc dans les avantages, au moins côté Dora, on avait le contrôle total des données qui sont saisies dans Dora. Ça, c'est cool. On avait de la remontée en temps réel des services Dora et Data Inclusion. Ça aussi, c'était cool. Et donc, comme je disais, une vraie indépendance de Dora vis-à-vis de Data Inclusion. Si Data Inclusion tombe, au moins, on peut toujours facilement afficher les services de Dora. OK, c'est déjà ça. Dans les choses donc, qui étaient moins intéressantes, de la duplication de code, sachant que contextuellement, Data Inclusion et Dora, ils sont développés, ces deux produits de la plateforme de l'inclusion dont je suis responsable. Et donc, je me retrouvais avec des doublons de code partout au sein du SI de la plateforme de l'inclusion. Donc, en tant que direction technique, c'est pas terrible. Effectivement, comme le code devait être dupliqué, ça donnait des différences de comportement. On s'en est rendu compte, et ça, j'y viens juste après, notamment au niveau de la gestion du matching des distances. Au final, les algos n'étaient pas exactement les mêmes et du coup, côté Data Inclusion et côté Dora, il y avait des différences quand on cherchait une offre à proximité. Plus d'autres soucis, donc ouais, complexité, de la cohérence des formats, effectivement, tout ça. Donc, quelques avantages, pas mal d'inconvénients. Et c'est pour ça qu'il y a 6 mois, on a lancé un truc. Alors là, ça paraît pas grand-chose. On se dit, ouais, c'est les mêmes patates aux mêmes endroits, juste les couleurs, c'est pas les mêmes. À la rigueur, les chiffres, peut-être qu'ils ont bougé, on n'en est même pas sûr. Et au final, c'est un changement de paradigme majeur, vraiment en termes d'architecture. Auparavant, dans Dora, on se disait, OK, la source principale, c'est notre base de données Dora. Et on va s'appuyer sur Data Inclusion pour alimenter tout ça. Aujourd'hui, on a pris le pari de faire différemment. On a tenté, je vous raconterai que c'est en prod depuis pas longtemps et qu'on a quelques retours croustillants à présenter. Mais on s'est dit, OK, on va changer le paradigme. Quitte à ce que Data Inclusion devienne un commun numérique, et désormais, on va considérer que c'est la source principale et on va faire évoluer notre architecture pour que tous les services, on aille directement les taper dans Data Inclusion, quitte à alimenter ou enrichir les données pour les services Dora. Si je la refais, avant, on prenait des services Dora dans la base Dora, on prenait les services Data Inclusion du côté de Data Inclusion. Quand on interrogeait Data Inclusion, on excluait la source Dora pour pas avoir de doublons et il fallait essayer de faire du bricolage pour essayer d'avoir un truc qui tienne à peu près la route. Là, le changement de paradigme, c'est qu'on va chercher tous les services directement dans Data Inclusion. Et si on se rend compte qu'ils ont la source Dora, on peut aussi, après coup, aller récupérer les services dans Dora et aller enrichir si nécessaire ou faire jouer des règles de gestion, par exemple les remonter, les mettre en priorité, par exemple affiner de la donnée, faire quelques traitements, etc. Donc on a total contrôle sur les données qu'on veut afficher, même sur les services qui ont été renseignés côté Dora.
Donc au final, changement de paradigme important. Ça a pris pas mal de temps, ça fera partie des retours d'expérience. Mais voilà l'enjeu des travaux jusqu'à présent. Et donc toute l'idée, c'est vraiment de dire, OK, on a un commun numérique déployé au national et on veut quelque part, en tant que plateforme, et nous qui sommes aussi éditeurs mais consommateurs, on a envie de montrer l'exemple. C'est une façon de dire à tous les acteurs de l'écosystème, n'hésitez pas à vous appuyer sur Data Inclusion. Regardez, voilà comment on fait, en tout cas comment on essaye de faire, et voilà ce que ça implique et voilà ce que ça donne comme résultat. Donc on s'est dit qu'on allait qu'on allait montrer l'exemple. Finalement, les avantages de cette nouvelle architecture, on continue d'avoir le contrôle total des données sur Dora, puisqu'on continue de les saisir dans Dora. On a toujours une indépendance de Dora vis-à-vis de Data Inclusion. À la rigueur, si Data Inclusion tombe, on a mis un fallback pour quand même aller chercher dans la source de données de Dora. Donc on reste indépendant. Le vrai gros avantage, et là on en profite vraiment ces jours-ci, on a du travail en ce moment qui est en cours là-dessus, c'est qu'on bénéficie directement des fonctionnalités qui sont développées et déployées dans le commun numérique. On peut directement les exploiter telles quelles au niveau de l'application consommatrice. Et ça, c'est un gain de temps, un gain de technique, un gain de complexité. Et autant les premiers temps, c'était un petit peu compliqué. Là, récemment, on est en train de travailler sur une fonctionnalité. C'est quasiment gratuit à l'intégrer. On a juste à mettre 3 filtres et ça marche magiquement. Donc ça, c'est trop cool. On a aussi donc le sentiment de simplification du code qui va avec. Et avec l'architecture qu'on a présentée, encore une fois, ça paraît peu, mais ça nous donne quand même le sentiment de ne pas avoir sacrifié à l'évolutivité. Là, par exemple, si demain on souhaite filtrer encore un peu plus les données ou rajouter des traitements, des filtres ou quoi que ce soit, au final, comme on a déjà récupéré toutes les données, on a quand même la main pour faire tout ce qu'on veut dessus. Donc toutes les données issues de Data Inclusion, on peut quand même en faire ce qu'on veut et ça marche bien. Et oui, il y a un gros chantier en cours sur Data Inclusion qui est une bascule du schéma V1 vers un schéma V2, censé simplifier le tout. Et là, on se dit qu'avec ce type d'architecture, ça prépare l'avenir et ce sera d'autant plus simple d'intégrer cette nouvelle version du schéma. Dans les plus gros inconvénients qu'on peut voir, c'est que quand on crée, donc là aussi, alors peut-être que c'est un point de détail, mais pour ceux qui veulent intégrer comme ça un commun ou une source de données importante et en faire leur cœur de SI, le problème c'est que quand on saisit un nouveau service d'Andorra, même si on a la main sur les données, le temps que la synchronisation se fasse entre Dora et Data Inclusion, ça prend 1 heure maximum. Et donc pendant ce temps-là, la personne qui a saisi le service d'Andorra, elle ne le verra pas forcément remonter directement dans les résultats. Donc ça, c'est vraiment un inconvénient à avoir en tête. Il y a peut-être moyen qu'on fasse des choses, mais c'est assez coûteux. On verra ça à l'avenir. Mais oui, du coup, il y a un petit truc du X à prévoir pour dire attention, votre service ne sera visible auprès des utilisateurs que d'ici quelques minutes, le temps que les différents traitements de nettoyage de la donnée, de consolidation, etc. soient pris en compte. Mais c'est vraiment le gros inconvénient qu'on a vu récemment. Voilà. Dans les apprentissages, histoire de donner comme quelques clés le plus précises et actionnables possible, déjà, c'était un chantier technique plus long que prévu. Bien souvent, dans mon expérience, ce que je vois, c'est que, par exemple, de consommer une API avec un nouvel acteur, ça va prendre du temps, mais en vrai, le temps qui sera pris, les 6 mois qui vont être pris, en vrai, sur les 6 mois, il n'y aura que 2 semaines ou peut-être 1 mois de code. Et tout le reste, c'est se rencontrer, contractualiser, mettre en place l'environnement, mettre en place les jeux de données, vérifier que tout marche bien, se mettre d'accord sur une date de mise en prod, mettre en prod, ajuster parce qu'il y a toujours un petit truc qui ne va pas. Donc ça, c'est plutôt mon expérience quand je travaille avec des API et des nouveaux partenaires. Là, on était 2 équipes sœurs et finalement, c'était un peu plus long que prévu. Comme il s'agit d'un changement d'archi, encore une fois, les schémas, ils ne montrent pas la complexité du truc. Mais un changement d'archi, ouais, c'était un petit peu long. Donc si vous aussi, demain, vous dites, OK, plutôt que m'appuyer exclusivement sur une base de données interne, je vais m'appuyer sur un commun, prévoyez que ça peut prendre pas mal de temps, notamment la phase de recette, où on se dit, à chaque fois, on va découvrir, mince, finalement, la façon de requêter avec la géolocalisation, c'est pas aussi précis ou c'est pas comme avant. Et du coup, on trouve des fiches qui sont plus loin que d'habitude. Donc ça, faut le prévoir. Aussi, lié au dernier point, à l'inconvénient sur le fait que les services n'apparaissent pas tout de suite.
ou qu'il peut y avoir certains statuts, des services qui sont en brouillon ou publiés. Bah, ça, si on les prend mal en compte, et on a eu quelques trous dans la raquette fonctionnelle, bah, ça peut créer des bugs. Donc, on a essayé de couvrir le plus possible, mais on a eu quelques trous dans la raquette. Heureusement, pour bien mener cette migration, on a mis en place ce qu'on appelle le feature flipping. Donc, on a mis en place la bascule possible de l'ancien mode vers le nouveau mode. Et donc, ça, c'était assez appréciable, et notamment quand on s'est rendu compte d'un problème de distance, de matching de distance, quand on s'est rendu compte d'un problème de statut. On affichait aussi les services qui étaient en brouillon, ça, on ne voulait pas. On s'est rendu compte qu'on affichait des services aussi dont le scoring n'était pas aussi bon qu'on aurait voulu. Donc, à plusieurs fois, on a désactivé, etc., le temps de corriger, de remettre en production et de refaire basculer en un clic. Et ça, c'était vraiment le bon truc. Le fait de s'appuyer sur cette architecture, ce qui était aussi intéressant en tant qu'éditeur du commun numérique, bah, on s'est rendu compte qu'il y avait aussi quelques bugs. Donc, encore une fois, un commun numérique, plus il est consommé, plus il est utilisé, et plus ça enrichit et améliore le produit. On était pile dedans. Voilà. Autre point, du coup, ça va avec le point d'après. Je ne sais pas si vous connaissez la maxime Eat your own dog food. Et l'idée, c'est de dire qu'à partir du moment où vous produisez quelque chose, soyez votre premier utilisateur, votre premier client. Comme ça, vous allez pouvoir vous mettre véritablement à la place de l'utilisateur, puisque vous êtes l'utilisateur, découvrir les bugs peut-être, découvrir le support aussi, dans quelle mesure on est réactif quand il y a un problème, dans quelle mesure on sait répondre et adresser le problème correctement. Donc voilà, ça, c'est important, et puis ça permet aussi de faire des retours à l'autre équipe, donc ça c'était bien. Et finalement, le gros apprentissage, c'était un pari osé et risqué. Et aujourd'hui, après 3 semaines de mise en production et quelques feature flipping activés parce qu'il y a quelques petits soucis, au final, c'est un pari dont on pense qu'il sera, qui nous permettra de rapporter gros. Et encore une fois, on a commencé un dernier chantier un petit peu important autour du filtre par profil dans l'insertion. Et la fonctionnalité, on a pu la mettre en place très très rapidement. Là où il aurait peut-être fallu 2 mois, quand je dis rapidement, c'était de l'ordre de 3 jours. Là où il nous aurait fallu peut-être des allers-retours assez relous pendant peut-être 1 mois, 2 mois. Donc voilà pour les apprentissages. Et je crois... non, vas-y, je te laisse finir. Du coup, je vais clôturer avec cette dernière slide, c'est les pistes de collaboration avec Data Inclusion ou Dora aujourd'hui. Donc, comme vous l'avez vu sur le schéma tout à l'heure, on a nos producteurs, nos consommateurs, et on est perpétuellement à la recherche de nouveaux consommateurs-producteurs. Je ne sais pas si dans la salle, il y a des gens aujourd'hui qui travaillent de près ou de loin dans l'insertion. Ça peut être une verticale, quelqu'un qui, je ne sais pas, anime un réseau de structures de l'ESS, de garages solidaires, n'importe quoi, qui pourrait aider des gens à retrouver le chemin de l'insertion. Et nous, on est très intéressés pour... collecter vos données, les rendre accessibles via le commun numérique. Et inversement, vous pourriez être intéressé par le fait d'accéder à nos données, le fait de devenir consommateur. Donc, il y a 2 cas d'usage principaux aujourd'hui dans nos consommateurs. Il y a les consommateurs plutôt de pilotage qui vont pas être intéressés par la consultation d'un service avec les détails sur le service, les conditions d'éligibilité, est-ce que c'est un service gratuit à distance, mais qui vont être intéressés par les données consolidées, par les statistiques générales qui émanent de ces services. Donc, je pense par exemple à des chercheurs, des institutions publiques qui aimeraient s'intéresser à des bassins sur lesquels peut-être une thématique serait moins couverte. Là, ça peut être intéressant. Donc, c'est vraiment ce qu'on entend par le cas d'usage pilotage. Et le deuxième cas d'usage qui est le plus fréquent aujourd'hui, c'est bien le cas d'usage consultation. Donc, c'est-à-dire typiquement un Dora qui, en base, n'a que 20 000 services, je crois, et qui est intéressé pour enrichir ses résultats de recherche, pour que dès que quelqu'un fait une recherche sur Dora, il n'y a pas 5 ou 6 choix possibles, il y en a peut-être 15 ou 30. Et dans ce cas-là, c'est vraiment un consommateur data inclusion avec une intégration. Voilà. Et le dernier cas qu'on voit aujourd'hui, qui tombe plutôt dans la catégorie de la consultation, mais qui est un cas un peu plus léger, c'est on s'est rendu compte qu'il y a pas mal d'acteurs qui n'avaient pas forcément les ressources techniques pour faire une vraie intégration, donc pour vraiment connecter la base de données interne de l'outil avec Data Inclusion pour faire en sorte que les résultats de Data Inclusion viennent enrichir les résultats de recherche de l'outil. Et dans ce cas-là, on est en train de développer ce qu'on appelle un widget, donc quelque chose d'extrêmement simple. Donc, je prends un cas qui arrive en ce moment. C'est une collectivité, une petite collectivité qui n'a pas beaucoup de moyens, qui ne peut pas faire de gros branchements techniques. Par contre, elle se rend compte que ses habitants, habitantes consultent tous les jours ce site, le site de la commune par exemple, et que faire apparaître un petit widget en bas à droite disant découvrez
les services qui existent dans votre commune, ce sera intéressant pour eux. Et donc, c'est pas une intégration forte. On n'est pas en train de connecter, comme on l'a vu avec Jérémy, Dora Data Inclusion de façon vraiment base de données contre base de données. Là, c'est juste un petit widget qui va venir taper uniquement dans la base de données Data Inclusion, mais qui va quand même bénéficier aux visiteurs du site avec une intégration extrêmement légère puisque c'est un widget et ça a été conçu comme ça. Donc ça vient se rajouter et ça vient pas s'intégrer au sens fort du terme. Voilà. Et si vous connaissez, c'est pas vous-même, mais d'autres acteurs qui pourraient être intéressés par un interfaçage avec Data Inclusion, vraiment on est tout le temps en recherche. Voilà. Et je crois qu'on a terminé. Bonsoir, merci beaucoup pour cette belle présentation. Et j'avais une petite question, mais vous devez déjà être en lien avec toutes les structures locales, type Click également, pour remonter un peu tous les services. Donc vous cherchez plutôt dans des structures plus autonomes, peut-être pour alimenter vos services, type associatif, ce genre de choses? Alors ça peut être vraiment les deux. On a deux entrées, on va dire. Il y a l'entrée par territoire. Donc là, c'est effectivement des structures locales. Et dans ce cas, c'est très souvent les conseils départementaux, les DETS qui vont venir animer l'écosystème local pour les inciter à référencer leurs offres. Mais on a aussi une entrée plutôt nationale. Et les clics, c'est une bonne idée. Je ne crois pas qu'ils soient très bien référencés forcément dans nos bases. Ils sont très importants d'un point de vue local. Ils sont maillés avec des petites structures qui ne sont pas forcément très connues. Mais je pense, en tout cas en Bretagne, parce qu'on ne représente pas forcément tout le territoire, c'est une structure importante, donc ça pourrait être une piste aussi. Et en passant d'ailleurs par les départements qui ont une bonne vision globale effectivement du social, donc ça peut être une idée. J'avais aussi une question sur l'architecture. Pourquoi ne pas avoir centralisé peut-être ou apaisé directement Dora, c'est-à-dire avoir fait en sorte que Dora devienne effectivement une application métier apaisée sur laquelle vous puissiez effectivement avoir à la fois l'IHM, mais aussi le service de données d'exposition via API. Ouais, ça c'était un choix historique et c'était parce qu'on a estimé qu'il y avait tellement de traitements à faire au niveau des données que ça nécessitait une infrastructure particulière. À la base, Dora, c'est une application web assez classique, assez simple. Et quand on a commencé à voir qu'il fallait créer un pipeline avec des tâches, gérer la gestion des erreurs, etc., aller déposer tout ça sur des types de stockage sur lesquels on n'avait pas encore l'habitude de travailler, on s'est dit qu'il valait mieux déjà, et puis aussi c'est l'approche BetaGouv au final, on s'est dit qu'il valait mieux faire un petit POC ou un petit MVP qui ne va pas interférer avec Dora. On regarde si ça marche ou pas, s'il y a de l'attraction, s'il y a de l'impact. On regarde s'il y a de l'impact auprès des citoyens. Et là, alors seulement, on donne ces lettres de noblesse au produit. Et il se trouve que ça a évolué comme ça. Mais justement, toute cette réflexion et cette, quelque part, remise en avant de Data Inclusion au sein de Dora, peut-être que ça peut conduire à ce type d'évolution. Mais on va dire que c'est comme ça que sont nés les deux produits. C'est en faisant progressivement des API plus proches effectivement du gisement de données qui vous permettront peut-être de mutualiser surtout le métier et d'avoir effectivement un seul canal ensuite d'accès. Ouais. Et puis après, pour savoir aussi, pour aller encore plus loin dans la question, aujourd'hui Dora, d'un point de vue vraiment pure architecture, il y a un back-end et un front-end. Le front-end appelle le back-end avec une API. Donc on pourrait effectivement envisager que ouvrir l'API de Dora au reste des acteurs, voilà. Tout est possible.